De 1940 à 1945, 1090 Finistériens, hommes, femmes, enfants, ont été déportés. Alors que le Finistère était libéré en septembre 1944, leur cauchemar s'est prolongé 8 mois encore. 550 d'entre eux ont trouvé la mort dans les camps de concentration nazis. En 1945, dans leur offensive finale, les Alliés découvrent les camps de concentration nazis. Ils sont bouleversés par ce qu'ils voient. Ils ne sont pas préparés à y faire face. Les secours sont improvisés, puis organisés sur une grande échelle. Le typhus fait des ravages. À peine libérés, beaucoup de déportés seront à nouveau isolés. Le retour à la vie sera lent et douloureux. Certains attendront de longues semaines avant de regagner leur foyer. Et puis, c'est la découverte des charniers. Face à leur libérateur, les déportés pourront seulement dire « Vous nous regardez, vous regardez nos frères morts et vous avez honte de voir ce que des hommes ont infligé à d'autres hommes, mais vous ne pourrez pas comprendre. » Ces images, recueillies par les correspondants de guerre, expliquent 50 ans après le long silence des déportés. Et l'un d'eux dira, le problème ne sera pas de raconter, quelles qu'en soient les difficultés, ce sera d'écouter. Voudra-t-on nous écouter ? Les rescapés des camps de la mort ont prêté serment à Buchenwald. Ils ont juré de lutter de toutes leurs forces pour rester unis et pour que les hommes se comprennent et se rapprochent. Chaque année, ils rendent hommage à leurs frères et sœurs disparus. Des survivants du Finistère vont nous parler. Jean Lecor, François Mohal, Robert Guyader, François Plébert, Marcel Pecat, Jacques Quintin, Yves Tanet, Yvonne Carvarec, Roger Pétron, Marie Salou, Raymond Lévy, Eugène Lequeignac, Pierre Cariou, Joseph Urien, Marcel Faure. 4 jeunes Bretons ont recueilli leurs témoignages.
Erwan Denis, Jean-Guillaume Le Gouern, Magali Huel, Séverine Moulin. À Quimper, Jean Lecor et François Moal reçoivent Magali et Séverine. François Moal, résistant, a été arrêté en mars 1943 et déporté à Inzert. Jean Lecor, résistant, arrêté en janvier 1944, a été déporté à Neuengamme, puis à Buchenwald. Il évoque son retour à Paris. Et comment vous avez trouvé l'accueil justement à l'hôtel Lutétia? Bien. Non, on s'est bien occupé de nous, là. Pour vous dire qu'on s'est bien occupé, parce que j'avais une chambre avec salle de bain et des tapis partout, un lit immense, et baignoire et tout ça. Et je suis resté, je vous dis, 8 jours, j'ai jamais pu dormir dans le lit. Parce que quand j'allais dedans, je croyais que j'allais avoir le mal de mer. J'étais obligé de prendre une couverture et de m'étendre par terre. J'ai dormi par terre. Et à la maison après, pareil d'ailleurs. J'ai dormi au moins pendant 2 mois sur le plancher. Je ne pouvais pas m'habituer à un lit. Vous aviez des problèmes de sommeil, des cauchemars par exemple? Ça, on a eu des cauchemars beaucoup, oui. Ça, c'est sûr. Pendant très longtemps. Oui, très longtemps. Et alors, il y a un truc, je crois que tous les déportés vous diront ça. On sentait, même sans avoir des cauchemars la nuit, même dans la journée, au milieu des repas, tout d'un coup, on sentait le cadavre humain. C'est quelque chose de vraiment d'horrible. Problème de l'odeur? L'odeur des cadavres. C'est pas un cadavre de bête, les cadavres humains, c'est une autre odeur. C'est une odeur qu'on avait côtoyée pendant longtemps, alors qu'on ne pense pas, à cette époque-là, on ne faisait pas tellement attention, il y avait des cadavres partout. Je suis arrivé à la maison, et bon, ma mère n'est venue que 15 jours après, elle est rentrée 15 jours après moi, après avoir été à Mauthausen, et ma mère est rentrée vraiment comme un squelette, vraiment rien, usé complètement. J'ai appris après que mon père était décédé à Großhausen, le 24 décembre 1944. Et j'ai retrouvé Yves, mon frère Yves, qui était prisonnier, qui était à la maison quand je suis rentré. Et on a trouvé à la maison où il n'y avait rien, je crois qu'il y avait 500 francs, 500 anciens francs de l'époque à la maison quand on est rentré. Et on n'avait aucun secours de nulle part, ni moi, ni ma mère non plus, bien sûr. En fait, quand on est rentré, on ne parlait pas beaucoup de la vie qu'on avait menée. C'était tellement inimaginable que les gens n'y croyaient pas. Alors, en fait, on se taisait. On s'est tu pendant très longtemps. Et que maintenant, on essaye de défendre la mémoire donc de la résistance de la déportation, parce que nous sommes plus tellement nombreux pour pouvoir témoigner encore, et c'est pour ça que maintenant on se libère davantage et on raconte plus facilement ce que l'on a connu. Enfin, François, probablement comme moi et comme beaucoup d'autres, enfin, moi je l'ai senti comme ça, parce que je l'avais dit même un jour devant le préfet ici, puisqu'il bavardait avec moi. Il a dit, moi je peux pas m'extérioriser, sauter de joie, et ça me fait un peu mal quand je vois même à la télé les gens à la Libération sauter de joie. Moi, dès qu'on parle de ça, moi je vois toujours mes camarades morts qui ne sont pas revenus. Et à tel point même que, c'est peut-être idiot, moi je me suis culpabilisé un peu, et même d'être un peu honteux d'être revenu vivant. Devant les parents et les frères et sœurs de mes camarades qui étaient morts. Alors, on me dit évidemment, c'est complètement idiot, il ne faut pas penser à ça. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Ça vous fait du bien aussi de vous retrouver entre vous? On a gardé quand même des liens indéfectibles qui ne sont pas explicables. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez dit l'autre jour, j'en parle quelquefois, on a un petit peu la nostalgie de ces moments-là, alors qu'on a vécu des moments terribles. Et on a la nostalgie quand même parce qu'on ne retrouve pas dans la vie courante actuellement, du fait qu'on est rentré dans des contextes un peu différents, avec un petit peu d'égoïsme aussi, il faut le dire, eh bien on ne retrouve pas l'ambiance qu'on avait à cette époque-là. Hein, l'ambiance de camaraderie où on partageait tout. Je vous l'avais dit, un jour, une tartine de pain qu'on partage entre 30, hein, et qu'on se tire au sort pour que chacun ait sa part. Une soupe qu'on va partager parce qu'on a réussi à en avoir une, il y a 30. Pour manger la soupe, on mange d'abord une cuillerée chacun, puis encore une demi, et puis s'il y a quelqu'un qui est plus malade que les autres, on lui donne le reste, par exemple, ou la moitié de la soupe. Mais vous ne retrouvez pas ça dans la vie courante, vous ne pouvez pas retrouver ça.
Jean Lecor et François Moal participent chaque année à la remise des prix du concours de la résistance et de la déportation. À Anvic, Robert Guyader, membre du BCRA, arrêté en juillet 1944, déporté à Buchenwald, il accueille Jean-Guillaume Erwan. Il a fallu un temps alors avant de reprendre le travail. Vous étiez c'est-à-dire, oui, je reprenais le travail, je m'arrêtais, j'étais forcément affaibli. Alors, parce que mon métier, à moi, c'était marine marchande. Hein. J'étais mécanicien de la marine marchande, c'était mon métier, mais j'ai essayé. Mais la plupart du temps, moi, j'étais obligé de débarquer parce que j'étais malade. D'ailleurs, on m'avait donné 5 ans. Il fallait rester 5 ans sans faire de gros travaux, sans... Ça, c'était... Et moralement, c'était dur aussi, par rapport au travail? Oui. Ouais, parce que il y avait certaines réflexions qui ne faisaient pas plaisir. Vous avez vu, même en naviguant, par exemple, tel que qui ne comprenaient pas qu'on embarquait des déportés qui étaient malades. Enfin, c'était assez désagréable à entendre. Il a été dit aussi, je ne dirai pas le nom, mais il est de Brest. Il est de Brest, il est mort. Il est mort. Et c'est lui-même qui me l'a dit, qui dit, nous sommes considérés comme les déchets de la nation, les déportés. Et il me l'avait dit, ça, des commissaires de police. Il a dit, nous sommes considérés comme des déchets de la nation. Ça a été dit, hein. Est-ce qu'on a envie de tout raconter? Non. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Enfin, qu'on ne peut pas dire. Il y en a certains peut-être qui le disent, mais certaines choses qu'on ne peut pas dire. À Brignogan, nous sommes accueillis chez Marcel Peucat, résistant, arrêté en décembre 1943. Il a été déporté au camp de Buchenwald. Et l'État, il vous a bien accueilli, il vous a pris en charge? Non, absolument pas. On a rempli des fiches dans le centre d'accueil et puis c'est tout. Les déportés, vous savez, certains prétendent qu'ils ont touché de l'argent. Je crois que l'ensemble des déportés, j'entends politiques, résistants, otages, j'espère, ils ont touché 5 000 francs 15 ans après. Vous avez eu un temps avant de reprendre le travail? Moi non, pas longtemps, tu vois, puisque j'ai été rappelé, je faisais partie de l'armée, je m'étais engagé pour la durée de la guerre. 1 mois et demi après, j'ai été rappelé. J'aurais pu refuser, je me dirais peut-être. Hein. Enfin... Vous étiez remis physiquement? Oui, ça allait. Et moralement? Oh, moi, mon moral n'a jamais été atteint. Je regrette de le dire, mais si je n'avais pas eu le moral, je ne serais pas là. Ceux qui ont perdu le moral sont morts. Et qu'est-ce qui vous a donné cette force-là? Eh bien, le fait d'abord de savoir pourquoi on était déportés. Hein, c'est un avantage sur ceux qui ont été ramassés dans la rue sans savoir pourquoi, ceux qui ont été pris comme otages. C'est un gros avantage. Vous considérez que c'était normal que vous soyez déporté? Oui, parce que normalement j'aurais dû être fusillé. La Convention de Genève dit bien que tout franc-tireur pris à l'intérieur des lignes ennemies doit passer par les armes. Donc mon sort était normal. Hein, c'est totalement différent, je vous dis, c'est ça. Il y a plusieurs identités de déportés. Hein, il y a le déporté qui ne sait pas pourquoi il est là.
Il y a le déporté qui n'aurait donc pas dû être là, et celui qui a pris les risques d'arriver là. Hein, c'est totalement différent. On a foi en un Dieu quand on est comme ça. Ah, moi, je ne suis pas croyant. Non. Non. Qu'est-ce qui vous a fait pour revenir comme ça? Ben, je vous dis, le tonus, la raison pour laquelle on y était, ce que l'on avait fait, on n'était pas là pour rien. On n'était pas là pour rien. Non. Et la famille, vous lui avez expliqué de suite ou vous avez attendu un moment vous avez pu de suite lui raconter ce qui vous était arrivé? Oh non, non, on a raconté le moins possible. Oh. Pourquoi? Bon, c'est pas la peine, à quoi ça sert? Il y en a qui ont raconté, qui ont exagéré, qui ont dit, moi je préfère être discret, à quoi ça sert? Ça sert à rien. À Plouescat, Jean-Guillaume et Erwan sont reçus chez François Plébert, résistant, arrêté en mai 1944. Il a été déporté au camp de Neizweiler-Struthof, puis au camp de Dachau. Et aujourd'hui, vous vous sentez totalement libre ou il reste une sorte d'emprisonnement, une sorte de... Par moment, oui. Par moment? Oui. Oui. Surtout quand je parle de déportation, de retour, ça me fait quelque chose. Ouais. C'est comme si on était encore, pas en camp de concentration, mais on y pense. Ouais. Est-ce qu'on arrive à rire et à sourire tout de suite quand on arrive? Très difficilement. Quand on est rentré, c'était pas facile. Hein. Non, on n'avait pas tellement le moral. Ça revenait quand même, sachant qu'on était libre. Pourtant, vous avez souffert? Oui, oui, comme les autres. Comme tous les anciens déportés, si on veut. Quoi. Mais moi, je suis très heureux d'avoir vécu jusqu'à l'âge que j'ai. Je pense beaucoup à ceux qui sont restés là-bas et qui n'ont pas eu le bonheur de retourner comme moi, ou ceux qui sont décédés depuis. Bien sûr, on y pense. Surtout quand on parle entre collègues. Comme Pétron de Brest qui était avec moi, bon, on arrive assez souvent à en parler. Au fond, ça ne nous fait pas plaisir, mais ça renouvelle des souvenirs. Entre nous, ça va, mais parler à d'autres personnes, c'est plus compliqué. Quoi. Parce que les gens, je ne sais pas si réellement ils veulent entendre ce qu'on a vécu. D'écouter, oui. Et comme vous, par exemple, c'est très bien ce que vous faites là. Parce que je pense que ça va être transmis à d'autres. Et moi, ça leur donnera l'occasion de savoir ce qui s'est passé dans les camps. À Plouigneau, 2 otages arrêtés en décembre 1943. Yves Tanné et Jacques Quintin. Yves Tanné a été déporté à Buchenwald. Jacques Quintin a été déporté à Buchenwald puis à Ravensbrück. Il évoque son passage à Rennes. Je ne suis pas passé par Paris, Lille, la Grande Ceinture, Rennes. Et à Rennes, j'ai eu un interrogatoire policier. Effroyable. Ils m'ont demandé mes papiers. Ils m'ont demandé mes papiers, d'où venez-vous? Je dis d'abord Buchenwald et après Ravensbrück. Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je dis que j'étais en vacances. C'est incroyable, ça a duré 1h30 l'interrogatoire. Ils ne voulaient pas croire que je venais des camps. D'abord, il y a eu Lille, il y a eu la visite médicale. Et la visite médicale de chaque déporté, y compris radio pulmonaire, interrogatoire médical, tout ça durait 3 minutes et demie.
y compris la radio. Alors, moi, je ne demandais pas tout de suite à être visité comme ça. Êtes-vous malade? Je dis non. À partir de là, j'ai déclaré que j'étais bien portant en rentrant de déportation. Pour avoir une pension, il a fallu que je me traîne pendant 11 ans dans les tribunaux Morlaix, Rennes, Quimper, de l'Ouest. 11 ans de débats avant d'obtenir une pension de 40%, qui me donnait à peu près 400 francs par mois. Il y a eu un laisser. On aurait dit qu'ils avaient ras-le-bol de nous, quoi. C'est vrai, c'est un ras-le-bol pendant un moment. Et pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. Mais quand il a fallu reprendre le travail, c'est là que ça a été le plus dur. J'avais un poste, enfin, je travaillais comme ouvrier chez Carguillo de Marbrier de Morlaix. Et puis quand je suis rentré, évidemment, il était presque obligé de me prendre. Mais il m'a posé la question, il m'a dit, mais si je te reprends, je suis obligé d'en foutre un autre à la porte. J'ai trop d'ouvriers déjà, alors bon, enfin, ça a commencé là. Il m'a donné un petit pécule, je suis parti dans la région parisienne et j'ai fait mes 40 ans de présence dans la région parisienne. Et en plus de ça, au début, j'ai été 2 ans malade des poumons, à la rentrée. Ces 2 ans-là, c'est fait une partie de la vie. Hein. Je m'entends vous dire que j'avais été secoué. Là. Alors j'ai suivi des cours par correspondance. Et ça n'a pas été facile du tout parce qu'on n'avait plus la concentration suffisante. On ne pouvait plus se concentrer. On était tellement atteint psychiquement. On ne pouvait plus se concentrer longtemps sur... il a fallu que... J'ai été aidé par mon père, heureusement, et j'ai passé mon second bac. Et puis j'ai continué à Rennes les études après. Maintenant, c'est un rêve un petit peu, quoi. On ne savait pas quoi faire, on ne voulait plus travailler, on sortait d'un bagne, on sait qu'on était sous les contraintes, sous les coups, alors complètement désorganisé, quoi. La réadaptation alimentaire était très très difficile. Parce qu'au départ, on avait un estomac gros comme un œuf. Ouais. Et on le remplissait dès qu'on avalait quelque chose, soit liquide, soit solide, il était plein, on ne pouvait plus avaler autre chose. Donc il a fallu beaucoup de temps pour qu'on reprenne un régime presque normal. Quand on revient, le sommeil, on peut dormir normalement? Non, on peut pas. D'abord, on dort très peu. Hein. Moi, ma moyenne de sommeil depuis 50 ans, c'est 3 heures par nuit. Je dormais, mais mal. Alors, comme dit Jacques, il y avait des migraines, il y avait des machins. Tous les jours, on avait mal au crâne. Alors, ils ont trouvé le système, ils ont fait un vieux licage qu'ils ont ouvert, alors qui prenait pratiquement pas de place, et ils ont mis des planches dessus, et je dormais sur les planches. Et sur les planches, je dormais bien. Il y a Georges Semprin qui a écrit un livre, L'écriture ou la vie, je ne sais pas si vous l'avez lu. Bon, j'ai lu son bouquin et je lui ai envoyé un petit mot, parce que lui, il avait le matricule 44 904, et moi j'avais le 42 888. Alors il parle dans son bouquin de tout ce que j'ai vécu en même temps que lui, à Buchenwald, la même année, en 44, le camp des Invalides, le bloc 56, il parle de tout ça. Alors je lui ai envoyé un petit mot en lui disant que j'y étais. Et il est venu à Saint-Brieuc dernièrement pour faire signer, il a eu le prix Louis Guyot à Saint-Brieuc, il est venu faire signer une signature de bouquin. Et bon, je ne l'ai jamais vu, je l'ai vu là-bas, mais je ne le connaissais pas, je l'ai jamais vu. La première chose qu'il a fait, il m'a sauté dans les bras. Il y a même l'odeur qui me revient, parce que l'odeur, c'est quelque chose... On n'en parle pas de ça, mais Semprin en parle dans son livre. Une odeur douceâtre de la fumée des crématoires. La fumée redescendait sur le camp. C'est un camp, c'est une colline, Buchenwald, c'est une colline boisée, et il n'y avait pas un seul oiseau. Les crématoires, la fumée des crématoires avait supprimé toute vie animale autour du camp. Et il y avait cette odeur écœurante, permanente. On la sentait tous les jours.
C'est terrible. Je suis très surpris d'ailleurs que les jeunes de votre âge actuellement s'intéressent tant à cette période-là. Très très surpris. Je pensais que ce serait oublié. Vous êtes beaucoup plus près de nous que nos parents. C'est vrai, que les gens de notre âge, qui ont été beaucoup plus indifférents que vous. Quelques jeunes lycéens et collégiens, lauréats des prix de la résistance et de la déportation, sont ici réunis autour de deux anciens déportés résistants. Yvonne Kervarek, arrêtée en avril 1944, déportée à Ravensbrück. Roger Pétron, arrêté au début de 1944, déporté à Netzweiler puis à Dachau. Yvonne Kervarek évoque son retour au pays. Je suis arrivée à Landerneau, je suis rentrée à la maison, maman a poussé les hauts cris en disant « Oh, dans quel état ?» Moi, je me trouvais bien, je pesais 40 kilos, j'avais plus de sein, j'avais plus rien, j'étais comme ça, quoi. Et puis ça a repris petit à petit, mais j'avais des brûlures d'estomac. Et maman a essayé d'avoir du lait avec une paysanne. Et elle lui a dit, voilà, ma fille est rentrée d'Allemagne, est-ce que je pourrais avoir du lait pour lui donner? Elle a refusé. Elle a dit, ah non, 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 le lait c'est pour mes clientes. Alors, il y avait une dame qui était là, qui avait un bébé, qui dit, vous avez du mal à avoir du lait pour Yvonne? Oui, oh ben, elle dit, moi je vais partager avec vous. Alors, il y a une espèce quand même de solidarité avec les gens, mais j'ai mis pas mal de temps, d'abord à me remettre dans le bain, et je ne parlais pas beaucoup. Personne ne peut profiter de ce que nous avons connu. Ça ne peut servir qu'à nous. Sauf que sur un problème, on en reviendra tout à l'heure, d'apprécier chaque pas que vous faites devant vous, comment je vous dis, un pas de liberté. Vous êtes un homme libre, vous mettez un pied l'un devant l'autre, vous êtes un homme libre. C'est ça. C'est vos pas que vous mettez l'un devant l'autre en sachant qu'au tournant, personne ne vous dira quelque chose ou détruira à votre maison parce que vous pensez autrement. Voilà. Nous avons été libérés. On nous a dit, voilà la liberté. Vous êtes libres. Bien, nous ne savions pas quoi en faire. Nous étions empêtrés avec ça, comme si on avait été empêtrés dans une pelote de laine. On allait et on venait, on allait à un endroit. Savez-vous que le lendemain de notre libération, nous avions un commando terrible. C'était un commando disciplinaire. Il s'agissait de traîner un chariot qui faisait 6 tonnes. Le lendemain de notre libération, à l'heure convenue, comme d'habitude, alors qu'on pouvait dire, nous nous sommes tous retrouvés à l'endroit où on démarrait à 5 heures du matin, sans avoir dit un mot entre nous. Voilà, la force du manque de liberté, la force de l'habitude du travail forcé, nous nous sommes trouvés à 5 heures du matin devant notre commando disciplinaire. Et la liberté, on n'en fait pas tout ce qu'on veut. Et nous avons eu du mal, contrairement à ce que vous croyez, nous avons eu toujours beaucoup de mal à réapprendre la liberté. Est-ce que vous avez réussi tout de suite à parler de ce que vous avez vécu, à témoigner? Pour nous, c'est une lutte de faire savoir ce qui s'est passé. Parce que de toute façon, c'est une chose qui va se terminer. Ça fait 50 ans que nous sommes libérés, ça fait 50 ans, ça fait un peu beaucoup. Hein. Mais ça va continuer avec autre chose, avec une fondation de la mémoire de la déportation. C'est un établissement qui va se trouver à Paris et où tout le monde pourra aller consulter et où il y aura beaucoup de témoignages de déportés, à travers des films, à travers des cassettes et à travers des écrits. Mais il faut que nous arrivions à nous défendre et à faire croire ce qui s'est passé. Oui, à faire comprendre, parce qu'en fait, oui. Comme on ne l'a pas vécu, on oui, peut bien pas sûr, imaginer. Vous savez, les mots sont difficiles à trouver pour dire ce que nous avons vécu. Hein. Nous sommes chez Marie Salou, résistante, arrêtée en octobre 1942.
Elle a subi la prison, successivement 3 forteresses, puis les camps de Ravensbrück et Mauthausen. Et qu'est-ce qui vous a soutenu lorsque vous étiez dans les camps? Ah ben, c'était la solidarité. Hein. On se soudait entre nous, hein. Moralement et puis matériellement quand on pouvait. Sinon, le retour au pays, comment s'est passé votre retour en Bretagne? Moi, j'ai eu la chance de retrouver ma famille, hein, mon mari et tout le monde. J'ai eu cette chance-là, ce que beaucoup n'ont pas vu, hélas. Avez-vous retrouvé votre maison? Ah non, la maison était là-bas au Bougain. Le château du Bougain, ça avait été complètement rasé. Hein. Et les gens étaient contents de vous voir rentrer? Vous avez été bien accueillis? Oh oui, en général, oui. Vous ne vous sentiez pas un peu isolé, oublié par certaines personnes? Ben, on parlait pas tellement parce que les gens ne faisaient pas tellement de cas au début. Hein. Vous ne vous confiez pas? Ben, pas beaucoup, hein, parce que les gens ne faisaient pas tellement de cas. Hein. Et vous réussissez aujourd'hui à retrouver cette solidarité qu'il y avait pendant votre déportation dans les camps, par exemple? Oh oui, entre nous, oui, sûrement, oui. Et avec l'extérieur, non, pas du tout. Je veux dire, au sein de votre amicale, oui, mais pas, oui. Pas avec les gens de l'extérieur, en fait. Oh, maintenant, quand même, c'est mieux maintenant, quand même, hein, vis-à-vis. C'est mieux maintenant, depuis que les gens ont commencé à comprendre. Mais au début, c'est vrai que tout le monde avait souffert, plus ou moins, aussi. Hein. À l'occasion du 50e anniversaire de la libération des camps, Isaac Selniquier, ancien déporté, a présenté à Quimper ses peintures et gravures originales. Il a bien senti que les rescapés des camps de concentration gardaient en eux quelque chose de lourd, de pesant, qu'il leur était impossible d'exprimer. Mais c'est évident, vous savez, vous êtes devant une telle masse, je ne dirais pas de souffrance même, parce que l'homme peut souffrir, l'homme peut supporter les souffrances, mais d'un sadisme. Mais quand vous avez en face de vous un tel degré de sadisme, vous savez, une telle volonté de sadisme, une telle éducation sadique, une telle perversion sadique, une telle, je ne sais pas, une telle gangrène de l'humanité, puisqu'on ne peut pas appeler ça autrement. Et nous vivons actuellement les conséquences de cette gangrène. Regardez ce qui se passe avec de nouvelles générations, regardez ce qui se passe autour de nous. Raymonde Lévy, résistante, arrêtée en mars 1943, a été déportée au camp de Bergen-Belsen. Nous la rencontrons au jardin qui porte le nom d'une déportée disparue, Marie Rosenbaum. À sa mémoire, ses châtaigniers ont été plantés. Raymonde Lévy retrouve les émotions de son retour. Je me rappelle du retour. Je me rappelle d'une gare en Belgique où on a été accueillis très gentiment. Et puis après, en France, j'ai pas eu une impression très chaleureuse, contrairement à la Belgique. Et puis, nous sommes arrivés à Paris, où j'ai téléphoné, je me suis précipitée au téléphone. J'ai téléphoné à des amis, pas chez mon père parce qu'il n'y avait pas le téléphone. Et puis, ce dont je me souviens, c'est l'étonnement, le trouble de mon père, de ma famille. Et puis après, sincèrement, j'avais plus envie de raconter mes histoires parce que j'ai trouvé que les gens étaient tellement préoccupés de leurs histoires, des cartes, du manque de nourriture, des prisonniers de guerre,
de tout ce qui s'était passé, qui était évidemment épouvantable pour chacun pris à sa mesure. Mais la déportation, c'était quelque chose de spécial, de tellement incroyable, que au bout de très peu de temps, ben, on s'est dit, vaut mieux se taire. Et puis, enfin, moi, ma réaction a été plutôt de ne pas parler beaucoup. Après 2 années comme ça, on est comme gravement malade, on a besoin de repos, de voir clair, on ne sait plus où on en est. On n'a plus la même gaieté, il y a quelque chose au fond, il y a eu trop de choses, trop de disparitions, trop d'horreur. Enfin, moi, je vous donne ma sensation, j'avais envie de voir des belles choses et des gens gentils, des gens agréables. À Gouesnard, nous sommes reçus par Pierre Cariou, prêtre. Résistant, arrêté en avril 1944, il a été déporté à Neuengamme et Dachau. L'infirmerie du camp, le Révire, est pour lui un douloureux souvenir. Comment se sont passés les derniers mois avant la libération? Je suis tombé malade rapidement. Je suis tombé sans connaissance sur la place d'Appel. Et puis on m'a conduit au Révire en me disant qu'il n'y avait aucune chance de survie. Et là, j'ai eu le contact avec Edmond Michelet, l'homme extraordinaire, l'homme radieux. Il a rayonné la Dachau d'une manière absolument unique. Et il m'a sauvé. Il a prolongé mon séjour jusqu'à la libération. Est-ce que la foi vous a aidé? Sûrement. J'ai fait corps avec cette notion fondamentale de ma foi, la présence de Dieu dans ma vie, dans les jours fastes, dans les heures tragiques. Je pense que... Et j'ai senti très fort cette présence-là dans ma vie, au moment les plus durs. Là, il y a eu une chose tout à fait étrange, c'est la visite que j'ai faite à un médecin, un pneumologue, et qui m'a répondu sur cet examen, et selon mes notions de faculté, vous êtes un homme mort. Vous êtes un homme mort. Vous ne devriez pas être en vie. Et pourtant, je lui ai dit, ça tourne. À Roscoff, Joseph Urien accueille Jean-Guillaume et Erwan. Résistant, il a été arrêté en juillet 1944, déporté au camp de Dachau, puis au camp de Buchenwald. Les images des camps telles qu'il les a découvertes à son retour en France l'ont frappé. Quand nous avons vu alors, les premières images à la télé, je voyais que les gens regardaient ça presque en voyeur, quoi. Et pour un peu, on m'aurait demandé, c'était comme ça, t'as pas vu pire que ça encore. Mais il y avait infiniment moins et infiniment plus, quoi. L'indicible, la descente aux enfers de quotidien, que tu n'es plus un homme, tu n'as plus le droit de l'ouvrir. Si tu dis un mot, tu ramasses la schlag.
tout ça qui est indicible. Alors, très vite s'est instaurée la lassitude alors de vouloir, par quelques petits événements, raconter l'indicible. Par exemple, on se dit, l'indicible, il est indicible, quoi. C'est inexprimable, quoi, comme toute expérience personnelle que l'on a vécue, évidemment, quoi. Et on ne peut pas le raconter, ça? J'ai fait donc ce pèlerinage, j'ai tenu à le faire avec ma femme, nous avons fait le pèlerinage du 50e anniversaire de la libération des camps. Et j'ai trouvé dans votre génération, à vous, les jeunes qui, sans passion, ont envie de savoir et qui questionnent. C'est dur d'écouter quelqu'un, c'est dur, mais c'est drôlement profitable. Vous parliez de la foi tout à l'heure, est-ce que ça vous a aidé en retour? Ah moi oui, ah oui, ah oui, ah oui, absolument, hein. Je vous laisserai un texte là que vous lirez. Et pour moi, ça a été le support, d'ailleurs, je m'y accroche, mais alors avec cette connotation supplémentaire aussi, je vous disais tout à l'heure, la chance que nous avons eue dans les camps de concentration, c'est que nous étions attelés à la même charrue, celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas, sans qu'il y ait ni clivage, ni appréciation de différence, quoi. Et ça, c'est extra. Aujourd'hui, vous avez réussi à nous parler, à ouvrir votre cœur. Oui. Est-ce que vous croyez que vous avez réussi à tout nous dire? Ben, je crois qu'on a ouvert une grande porte. Hein. Je crois qu'on a ouvert une grande porte. Puis alors, je vous sens attentif aussi, c'est ça, je vous sens tous les deux, là, vous avez envie de savoir, quoi. Je n'ai jamais eu un dialogue comme ça. Jamais. Et c'est grâce à vous, maintenant, à votre génération de jeunes, là, que je vous sens à l'écoute. Mais alors, sans haine, sans passion, vous avez des échanges avec les Allemands, comme je suis fier d'en avoir aussi, moi, et d'une qualité extraordinaire. Hein. Et je sens que vous êtes disposé à écouter, à comprendre, et ça me fait plaisir. Et c'est ça qui me libère. C'est ça qui exorcise tous mes démons du silence. Donc, c'est la libération. C'est notre vraie libération, maintenant, après 50 ans. Je ressens un peu comme ça. Hein. Nous sommes à Rospordin, où Magali et Séverine recueillent le témoignage d'Eugène Le Keignac. Résistant, arrêté en février 1943, il a été déporté au camp de Neuengamme. Quelle était l'atmosphère en France quand vous êtes rentré? C'est difficile pour moi à répondre à cette question en tant que jugement. L'atmosphère, l'atmosphère quand je suis rentré, c'est 1 an après la libération, donc pour moi, c'est difficile à définir. Je n'avais encore pas pris compte, je ne prenais encore pas contact avec les réalités de la vie. Nous apprenions à vivre et on ne se libérait pas tellement facilement de ce côté-là. On était tellement marqués de ce que nous venons de voir qu'il nous était difficile de donner des renseignements sur les gens. Et ça nous a gênés terriblement. Et il nous a été donné l'impression que quelque part on gênait. Au début de la libération et puis au bout de quelques mois ou quelques années, il a fallu se réintégrer dans la vie civile. C'est-à-dire, pour les uns ou pour les autres, reprendre et réapprendre à écrire, à lire et à enregistrer. D'autres, à reprendre un métier qu'ils avaient et puis qui n'avaient pas la force de le faire. Et ça, personne, à ce moment-là, les pouvoirs publics n'étaient pas faits pour nous aider. Par contre, sur le plan financier, mais les pensions sont venues apparaître, mais 7 ans après, quoi. Tout le monde disparaissait. Vous avez été, vous aussi, sujet à des problèmes de réadaptation comme la nourriture ou le sommeil? Bien sûr. J'ai eu une chance extraordinaire d'avoir eu comme voisin un médecin déporté qui m'a donné beaucoup de conseils. Et j'étais à Concarneau à ce moment-là en convalescence. J'étais à côté de l'abattoir. J'allais tous les jours prendre 1,5 litre de sang. Ça m'a reconstitué. Je faisais 32 kilos et ça m'a reconstitué après. Donc, au point de vue alimentation, on a eu tous des problèmes, on a tous des séquelles. Tous. Par contre, c'était la mémoire qui était complètement atrophiée. Et au retour, vous avez réussi véritablement à vous confier à d'autres personnes qui n'étaient pas au courant de ce que vous aviez vécu? Non, on en parlait très peu parce que les gens ne nous croyaient pas. Ou alors, s'ils nous croyaient, c'était vraiment pour faire des livres ou autre chose, ou se servir de cela pour comme marchepied sur le plan politique ou autre chose. Ça les intéressait et nous, ça nous intéressait absolument pas. Vous vous sentez libéré de tout actuellement ou est-ce qu'il reste pour vous des choses ancrées en vous que vous n'osez pas révéler?
Je me sens libéré, oui, depuis je me suis senti libéré à partir du moment que j'ai commencé à marcher, d'une part, parce que j'étais paralysé pendant à peu près 1 an. Ça aussi, c'était le premier défi. Là, j'ai commencé à être libéré. Libéré des cauchemars, parce qu'on avait des cauchemars, tous sans exception. Hein, des cauchemars, surtout au moment des faiblesses. Libéré à partir du moment que j'ai retrouvé des moyens intellectuels et moyens physiques, et puis, bon, m'intégrer dans la société. Ça a été mal. Et depuis, bon, ben, chaque jour, c'est du rabio. Chaque jour, c'est du rabio. J'ai consacré tout le reste de mon existence maintenant pour la recherche des corps, la recherche des commandos, le problème de mise en place des séminaires en Allemagne du Nord, la reconnaissance de tout sur le plan national comme sur le plan international. Et quelle leçon vous avez réussi à tirer de cette épreuve? De voir les choses de la vie sous un angle différent que je n'aurais certainement pas connu si je n'avais pas été déporté. C'est certain, pour juger les sommes, juger les affaires, juger les faits, juger un jugement qui m'a donné un angle d'ouverture que je n'aurais, à mon avis, certainement pas obtenu à cause de la déportation. C'est le seul bien qu'elle m'a rendu. C'est le service. Dans la presqu'île de Crozon, face à Brest, à Roscanvel, nous sommes reçus par Marcel Faure, résistant, arrêté en février 1944, déporté à Mauthausen. Devant Madame Faure et en présence de son petit-fils, Anthony, il évoque son retour en Bretagne. Alors, je me retire, je vais à Bordeaux dans ma famille, et on me dit, ben, ta famille est à Roscanvel. Alors, j'ai repris le train pour venir à Roscanvel, et c'est Roscanvel qui m'a accueilli définitivement, et c'est à Roscanvel que je me suis refait une santé avec le lait, les pommes de terre et le beurre de Roscanvel. Mais vos rapports avec votre femme, par exemple, au retour, enfin votre famille, vous voyez... Ah ben, on était à Kerguinou, dans une baraque qui avait été bombardée. Et alors je reconnais que j'étais un peu dérangé quand même. Ah oui. Je mangeais, je prenais une couverture et j'allais me mettre à l'abri d'une haie, parce qu'en juin 1945, il faisait meilleur que maintenant. Hein. Il faisait chaud. Il faisait très chaud. Et alors ma belle-mère, qui croyait que j'étais revenu un peu zinzin, elle avait peur que je me balance au-dessus d'une falaise. Alors, vous vous rendez bien compte qu'à ma femme se trompait lourdement. On n'est pas revenu vivant dans un camp de concentration pour aller se foutre après ça, dans la falaise, non. Mais tu ne parlais pas. Hein? Tu ne je parlais parlais pas. Non, c'était le mutisme complet. Oui, Et plus de patience, non plus. Ah ben oui, d'accord, mais c'est revenu à Londres après 4 mois. Oh oui, même avant. Et vous, madame, comment avez-vous vécu cette déportation et ce retour? Assez mal, parce qu'il a fallu que j'étais en Dordogne. J'ai quitté la Dordogne pour venir ici, à Roscanvel, près de mes parents. Et sans nouvelles, ça a été assez pénible. Ça a été assez dur parce que c'était ce mutisme, il ne disait pas, il ne parlait pas, lui qui en temps normal est très expansif, il ne disait pas grand-chose. Et il n'a jamais rien dit sur les camps, jamais. L'expérience du camp, c'est tellement inhumain, c'est tellement hors de la logique, c'est tellement irrationnel,
tout le système bâti par le régime nazi est burlesque, n'obéit à aucune règle définie. Et alors surtout, c'est cette inhumanité épouvantable. J'ai assisté à des scènes atroces, des exécutions sommaires, arbitraires pour des riens, comment dirais-je, à la volonté du SS. J'ai vu un chef d'orchestre de Munich, qui était adjudant SS. Il aimait faire de la musique, et pendant qu'il faisait la musique, on tuait devant lui un juif. C'était monnaie courante. Le SS à l'infirmerie, qui s'amusait à faire des amputations, non, sans aucune nécessité médicale, mais ça lui faisait plaisir, sans anesthésie. J'ai assisté à des trucs terribles. Moi, quand je les raconte maintenant, c'est la première fois que j'en parle beaucoup. Avec mon accent de Bordeaux, on y galège. Maintenant, 50 ans après, on n'ose plus en parler. Une des conditions de notre survie au camp, ça a été la foi en quelque chose et la foi en l'homme. Et tant que j'aurai cette espérance, je crois que je survivrai. Il a vécu des choses très fortes et j'ai découvert avec vous aujourd'hui, parce qu'il n'en parle pas d'habitude, j'ai découvert avec vous ce qu'il a vécu, son histoire.